Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je reçois Mathieu Nivon, jeune entrepreneur qui a l'entrepreneuriat dans la peau. Mais alors, quel est le parcours pour être chef d'entreprise? Écoutons tout de suite Mathieu. Alors, je m'appelle Mathieu Nivon, j'ai 28 ans, je suis comptable, je suis aussi président du comité régional corse de gymnastique et plus récemment, je suis entrepreneur dans le domaine de l'accompagnement d'entreprise. Parle-nous de ton parcours. Alors, j'ai eu un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu à Ajaccio. Ensuite, je suis parti à Corté pour un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Et par la suite, je suis devenu étudiant entrepreneur et j'ai poursuivi sur une licence pro entrepreneuriat, toujours à Corté. À la suite de ça, j'ai été formateur en comptabilité à l'AFPA. Et ensuite, j'ai mis mon projet professionnel salarié au service un premier projet entrepreneurial. Donc j'ai travaillé à Decathlon, j'ai travaillé à la Fnac et mon premier projet entrepreneurial n'ayant pas abouti, je me suis réorienté dans le travail en cabinet d'expertise comptable. Et donc j'exerce en cabinet d'expertise comptable depuis un petit peu plus de 5 ans. Alors j'ai voulu partir tout simplement pour voir autre chose, parce que justement j'ai pas profité de l'opportunité des études pour partir. C'est vrai que j'ai eu mon bac avec un an d'avance, je me sentais pas encore prêt à quitter le cocon familial et à quitter la Corse pour les études. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études sur Corté, et ayant pris un petit peu d'âge et de maturité, j'ai toujours voulu voir ce qui se passait ailleurs. Ça m'a toujours intrigué de voir comment se passait la vie ailleurs et comment je pourrais évoluer dans un autre contexte. Et donc j'ai pris la décision en 2021 de partir sur Strasbourg pour un projet d'abord de vie. Voilà, j'avais vraiment envie de voir autre chose, une aventure complètement différente. Et c'est là-bas que j'ai construit des projets personnels et professionnels. Oui, alors après, c'est la conjonction de plusieurs éléments, des projets professionnels, un contexte familial aussi, le manque de la Corse, le manque de la famille, et puis envie de passer sur un nouveau chapitre. Donc, au bout d'un an et demi sur Strasbourg, j'ai décidé de rentrer en Corse pour concrétiser tout ça ici. En fait, en quittant Strasbourg, j'ai informé mon employeur que je voulais rentrer en Corse. Le secteur comptable étant un secteur où c'est très difficile de recruter et de remplacer les personnes, ils m'ont proposé de poursuivre le travail en distanciel, ce que j'ai accepté de faire. Donc aujourd'hui, je suis toujours salarié pour le cabinet Strasbourg en étant sur Ajaccio, et ça me permet aussi d'être sur place pour mes projets personnels, familiaux, et aussi pour démarrer mon aventure entrepreneuriale ici. Alors c'est un cursus qui m'a vraiment correspondu dans tous les domaines. J'ai vraiment appris des choses dans tout un tas de domaines que je ne maîtrisais pas du tout. Je suis arrivé à Corté sans jamais avoir fait de comptabilité, par exemple, à contrario de certaines personnes qui arrivaient de BTS, de Bac Pro Compta ou de STMG, qui avaient déjà un petit peu touché du doigt ce monde-là. Moi, c'était vraiment tout nouveau. Donc j'ai appris beaucoup de choses en termes de finance compta, en termes de marketing, en termes de communication. Et c'est vrai que arrivé à Corté, j'ai eu une idée de création d'entreprise. Donc très vite, mes études, elles ont eu du sens pour moi parce que j'étudiais pour mettre tout ce savoir au service de mon projet. J'avais quelque chose de vraiment concret au bout. Donc ça m'a permis vraiment d'apprendre avec passion. Et j'ai passé vraiment 3 super années à Corté sur le plan de l'apprentissage. Et ça m'a permis derrière de tenter de concrétiser mon premier projet entrepreneurial avec le pôle Pépite qui m'a accompagné, puisque j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur pendant 2 ans. Tu as toujours voulu entreprendre? Alors oui, je pense que c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours fait partie de moi depuis que je suis tout petit. C'est vrai que j'adore gérer, j'adore organiser,
résoudre des problèmes. Voilà, j'ai un esprit assez logique et tourné vers la résolution d'énigmes ou de problèmes en général. Et c'est vrai que c'est au lycée, je me rappelle quand j'étais en seconde, j'avais exprimé un petit peu cette appétence-là à mon prof de sciences éco. Et ce prof-là m'avait dit, mais alors il faut absolument que tu t'orientes vers la gestion des entreprises. Donc c'est d'ailleurs cette personne qui m'a orienté vers le DUT GEA à Corté en me disant, c'est vraiment ce qu'il te faut, c'est vraiment ce qui va te correspondre. C'est ce que j'ai fait et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé mon compte tout de suite dans tout cet état d'esprit de résolution, d'organisation, de gestion et ayant un attrait plus particulier pour les chiffres et les maths, c'est vrai que naturellement je me suis orienté vers le domaine de la finance et de la comptabilité. Alors non, j'avais pas vraiment de modèle puisque dans ma famille, mon entourage proche, c'est vraiment que des salariés, des personnes très heureuses dans leur domaine, passionnées. J'ai des grands-parents qui étaient sur le continent, qui avaient été chefs d'entreprise et qui avaient tenu une boutique de fleurs pendant plus de 25 ans. Donc est-ce que ça finalement fait partie de mon ADN? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ne m'ont jamais freiné quand je leur ai fait part de mon projet entrepreneurial et justement, elles m'ont toujours encouragé parce qu'elles-mêmes étant passées par là, elles ont pu un petit peu me conseiller et m'encourager sur cette voie-là. Quelle a été ta première idée de business? Alors ce premier projet, c'était de créer le premier commerce de proximité 100% éco-responsable. Donc c'était à une période où on voyait émerger alors des enseignes comme Biocoop, notamment dans le domaine du bio, où on avait aussi des boutiques zéro déchet qui commençaient à ouvrir sur le continent. Et puis c'est parti d'un constat tout simple, je me suis dit mais comment ça se fait que aujourd'hui on achète des produits avec des emballages qui soient jetables, comment ça se fait que ces emballages ne puissent pas être réutilisés? Je trouvais vraiment ça dommage. Donc c'est vraiment parti sur ce concept-là de la consigne et petit à petit j'ai déroulé le fil et je me suis dit on peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin que ce que les magasins bio proposent, on peut aller plus loin que ce que les magasins zéro déchet proposent. Et donc ce projet-là englobait encore d'autres facettes du commerce, notamment une gestion raisonnée de l'énergie qui était consommée par le magasin, le fait que le magasin puisse lui-même aussi produire l'énergie qu'il allait consommer par ailleurs. Et voilà, il y avait tout un tas de ce que j'appelais de piliers pour essayer d'arriver vraiment à une version idéaliste de ce que pourrait être le commerce de proximité de demain. Et en fait, ce projet-là, nécessitant un investissement de départ très important, ça m'a un petit peu freiné forcément déjà à ce niveau-là. Et puis, au fur et à mesure de travailler dessus, je me suis aussi rendu compte que, voilà, à l'âge de 20 ans, je ne me sentais pas encore les épaules de gérer ce concept-là au quotidien, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la création d'une entreprise, et c'est vrai qu'à Corté, on nous a beaucoup poussé dans la construction de projets, donc c'est toute une phase de création où là-dessus on commençait à être un petit peu rodé. Mais ensuite, il y a toute une phase de gestion, c'est de se lever au quotidien et de gérer une entreprise avec les tracas que ça implique, la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, la gestion des stocks. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je me sens encore pas prêt à gérer tout ça jour après jour, même si j'ai un financeur qui arrive du jour au lendemain et qui me finance tout ce que je veux. Je me sens encore pas les épaules pour affronter tout ça. Donc j'ai mis ça un petit peu de côté. J'ai pas abandonné l'idée parce que c'est des valeurs que je porte et qui me sont vraiment très chères, qui me tiennent vraiment à cœur. Donc peut-être que ça verra le jour un petit peu plus tard. Mais à ce moment-là, j'ai préféré me réorienter professionnellement et développer des projets qui me semblaient un petit peu plus accessibles. Et tu as vu ça comme un échec de ne pas y arriver? Non, je ne l'ai pas du tout vécu comme un échec à aucun moment, puisque en fait c'est moi-même qui me suis mis un stop dans ce projet-là. Donc je me suis pas pris de mur, comme on pourrait dire. J'ai simplement appris sur moi-même. Ça m'a fait travailler, donc ça m'a rodé à un certain nombre de choses, à faire de l'étude de marché, à rencontrer aussi des personnes qui sont très importantes dans la construction d'un projet, à m'entourer. Mais ça m'a fait grandir
en tant que personne. Ça m'a permis de me situer aussi de ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire, ce que j'avais envie de faire et ce que je n'avais pas envie de faire. Et donc, je suis ressorti de là avec énormément d'apprentissage. Et puis, en me disant voilà, que ce n'était que partie remise de toute façon et que tôt ou tard, j'allais trouver d'autres projets sur lesquels entreprendre. Je ne me suis jamais fait de soucis là-dessus. Parle-nous de ton engagement associatif. Oui, alors l'engagement au niveau de la gym, c'est avant tout, le point d'entrée, c'est mes parents, puisque mes parents sont entraîneurs de gymnastique artistique sur Ajaccio depuis maintenant bientôt 40 ans. Et en fait, au comité régional corse de gymnastique, donc qui est l'entité régionale qui chapeaute un petit peu tous les clubs de gymnastique de la région, il y avait un besoin de renouvellement du bureau. C'était pendant la période Covid. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé d'intégrer le bureau du comité régional parce qu'ils cherchaient quelqu'un en position de trésorier. Et donc ils m'ont dit, voilà, Mathieu, comme toi, ton domaine, c'est un petit peu les chiffres, tu pourrais nous aider sur de l'investissement, de la demande de subventions, la gestion financière, tu pourrais nous apporter des choses là-dessus. Et c'est vrai qu'au début, j'ai dit oui plus pour rendre service que par conviction réelle. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu parce que je me suis investi, je me suis intéressé aussi au domaine qui passionnait mes parents depuis des années. C'est vrai que je les ai vus depuis tout petit être passionnés par ce monde-là. Et moi, je le voyais un petit peu de loin sans vraiment m'y impliquer. Et là, ça m'a vraiment permis de mettre les deux pieds dedans, de m'intéresser aux personnes, aux disciplines. Et je me suis vraiment, vraiment pris au jeu. Donc pendant 2 ans, j'ai été trésorier du comité régional. Et puis l'année dernière, le président du comité régional a été contraint de démissionner pour des raisons personnelles. Et à ce moment-là, c'est vrai que pour tout le monde, ça a été une suite logique en fait, que je prenne la présidence. On a une période de latence entre le moment où le président a démissionné et où on a dû élire un nouveau président. Et c'est vrai que pendant cette période de transition, on a récupéré avec la secrétaire toute la gestion. Donc finalement, il paraissait normal que ça soit l'un de nous deux qui récupère la présidence. Et puis vu qu'elle ne voulait pas y aller, moi j'ai accepté le challenge et puis je me suis dit que voilà, c'était aussi un très bon moyen d'apprendre, encore une fois, de continuer à apprendre dans un domaine où finalement l'enjeu, il n'y a pas de pression parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier. Donc ça permet d'être relativement libre dans ses actions, d'avoir des idées, d'être créatif, d'oser. Et c'est ce qui se passe depuis un petit peu plus d'1 an. Et les apprentissages sont nombreux et les avancées pour le comité régional le sont aussi. Donc on est très content sur ce point. Alors déjà, ça me permet de tester mes idées, parce que c'est vrai qu'avoir des idées, c'est bien, et les concrétiser, les confronter au marché, aux personnes, aux institutions, c'est autre chose. Parce que souvent, on se fait des idées dans la tête en disant c'est l'idée du siècle et puis ça va marcher. Et puis au final, on se rend compte que dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Donc c'est vraiment un laboratoire de réflexion, d'idées. Ça me permet d'imaginer des projets, un petit peu tout cet esprit que j'ai depuis que je suis enfant en fait, c'est d'identifier des problèmes, de voir comment est-ce qu'on peut les résoudre et d'élaborer des scénarios. Et en fait, cette démarche dans l'associatif, ça me permet de mettre en œuvre tout ça. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. On se rend compte aussi, et je me suis rendu compte que parfois les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Le plan peut être très simple dans notre tête et puis quand il s'agit de le confronter à la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais il y a des apprentissages aussi sur le fait de savoir rebondir, le fait de savoir s'adapter, parce que d'une idée initiale, on peut quand même arriver à sa résolution. Le chemin emprunté finalement est un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé, mais on en apprend aussi sur soi et sur le monde finalement. Et comment t'es venue l'idée de ton business actuel ? C'est d'une part ce que j'ai pu voir dans l'associatif, mais aussi ce que je peux voir dans le quotidien du cabinet comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cabinet comptable, je me sens capé, limité dans la valeur ajoutée que je peux apporter à l'entreprise, parce que le fonctionnement d'un cabinet comptable, il est ce qu'il est, on a un temps qui est limité, on a une compétence et une autorité aussi qui est forcément limitée. Et je me suis rendu compte que autour de nous, on a beaucoup d'entreprises, alors au cabinet c'est des clients, mais qui sont des passionnés, qui sont des techniciens excellents,
qui dans leur cœur de métier sont vraiment très très compétents, mais qui pêchent sur beaucoup d'autres domaines qui nuisent au développement de leur entreprise. Et ce frein, cette frustration, je l'ai ressenti auprès de mes clients et je me suis dit, il faut vraiment que ça existe, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse les accompagner de A à Z dès lors qu'ils verbalisent un obstacle, une difficulté, vers sa résolution totale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en cabinet comptable, on est un petit peu limité par le temps, par la compétence, où on ne peut pas aller aussi loin qu'on pourrait. Les clients en font la demande, mais dans mon domaine salarié, c'est bloquant. Je peux pas aller jusqu'au bout. Ça a créé aussi une petite frustration chez moi. Et puis, je me suis dit, si on ne peut pas le mettre en œuvre au sein de mon cabinet comptable, c'est pas grave, je vais créer une structure à part où je vais vraiment m'employer à accompagner ces personnes de A à Z. Alors c'est récent puisque ça a coïncidé avec mon retour en Corse. Donc mon retour s'étant fait sur l'été 2023. L'entreprise a été ouverte au mois d'octobre 2023. Et donc on peut dire qu'on est encore aujourd'hui dans une phase de création, parce qu'il y a création, puis il y a prospection, il y a le fait de pouvoir s'entourer. Parce qu'évidemment, dans mon projet, je ne me prétends pas omniscient, compétent dans tous les domaines et capable de répondre à tout. Donc les compétences qui me manquent, je vais les chercher chez des spécialistes, chez des professionnels de ces secteurs-là. Et donc ça peut concerner le domaine de l'expertise comptable, ça peut concerner le domaine du juridique, du social, du fiscal, de la communication, du marketing, ça peut toucher un petit peu à tout. Est-ce que ça a été dur de débuter ta carrière dans le salariat plutôt que de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors oui, mais je n'oppose pas le salariat et l'entrepreneuriat. Pour moi, surtout quand on est jeune, on a forcément des impératifs, notamment financiers. Il faut continuer il faut vivre, il faut assumer ses charges. Donc pour moi, le fait de rentrer dans le salariat, c'était quelque part un passage obligé, parce que surtout quand on sort des études, on a finalement très peu d'expérience. Et c'est vrai que de rentrer dans une entreprise en étant salarié, ça permet d'une part d'avoir la sécurité du salaire et d'autre part d'être encadré, d'être accompagné par des supérieurs hiérarchiques, par des patrons, par une culture d'entreprise aussi. Donc ça nous met vraiment dans un toboggan. Donc je pense que c'est assez agréable et nécessaire pour forger sa première expérience. Donc ça, c'est pour la partie salariale. Et puis aussi, ça nous permet d'entreprendre à côté sur le temps libre sans aucune difficulté, sans aucun risque, puisqu'on sait que de toute façon, si notre projet entrepreneurial ne fonctionne pas, on a tout de même une sécurité. Et moi, je le vois vraiment comme ça, c'est d'entreprendre sur le temps libre et par la suite, petit à petit, de glisser vers l'entrepreneuriat lorsque l'activité du projet entrepreneurial le permet. Est-ce que tu arrives dans l'entrepreneuriat aujourd'hui pour être plus en phase avec tes valeurs ? Alors oui, d'un autre côté, je sais que j'ai toujours voulu entreprendre et quand on commence à travailler dans le salariat depuis plusieurs années et qu'on se confronte à certains freins dans le salariat, parce que justement, c'est pas nous qui prenons les décisions, on peut pas faire exactement ce qu'on veut, parfois on a des idées, on est certain qu'elles pourraient apporter une valeur ajoutée, mais si on a une direction ou un patron qui n'est pas favorable, on est quand même bloqué. Donc je pense qu'au final, en mûrissant, ça colle de plus en plus à mes valeurs et je suis de plus en plus prêt à commencer à assumer les risques moi-même et à assumer aussi les conséquences des choix que je fais. Donc pour moi, c'était une évidence que j'allais finir par glisser vers l'entrepreneuriat, mais je suis pas buté dans le fait de dire il faut absolument que j'entreprenne. Ça va se faire, pour moi, ça va se faire naturellement, le glissement va se faire naturellement et j'ai aucun rejet vis-à-vis du salariat et vis-à-vis de rester dans le salariat tant que c'est nécessaire. Comment se passe ta gestion du temps ? Alors la gestion du temps, on peut dire aujourd'hui qu'elle est assez instinctive. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a de la saisonnalité, il y a vraiment des timings
qui parfois vont se compléter et parfois se chevaucher. Donc forcément, il y a des moments où on doit privilégier certains aspects par rapport à d'autres. Évidemment, la question salariale, ça reste une base parce que quand on est employé pour 35 heures par semaine, il faut réaliser ces 35 heures par semaine. Et ensuite, c'est vrai que sur les autres aspects, ça se fait en fonction des besoins, ça se fait en fonction des capacités aussi. Mais voilà, je suis pas totalement, je pense ne pas être un exemple là-dessus parce que j'ai du mal à dire non et j'ai du mal à m'organiser vraiment, à planifier une semaine. Donc aujourd'hui, je suis un peu à certaines périodes de pompier de service parce que je... ouais, ça peut arriver que je sacrifie du temps libre ou du temps perso pour du temps pro quand ça l'exige. Et donc, forcément, après, il faut rééquilibrer la balance. Donc, je pense que j'ai encore du travail à faire là-dessus, à mieux m'organiser. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, un salarié traditionnel, il termine son boulot à 17 h et puis il rentre chez lui, il est sur du temps libre. Moi, déjà, je travaille de la maison. Donc, c'est vrai que la frontière entre le temps pro et le temps perso, elle est beaucoup, beaucoup plus fine. Parce que dès qu'il faut faire des heures en plus, c'est très simple de rester devant l'ordinateur un petit peu plus longtemps. Et puis, vis-à-vis de mes activités annexes, la journée de travail, elle peut très vite se poursuivre jusqu'à 19 h, jusqu'à 20 h. Elle peut très vite prendre les week-ends, elle peut très vite prendre les jours de congé. Donc, je pense que c'est un travail que je dois encore réaliser là-dessus pour mieux compartimenter mon temps. Et quelles sont tes forces et tes faiblesses ? Alors je pense qu'une de mes principales forces, c'est vraiment un esprit logique tourné vers la solution. C'est-à-dire que dans ma tête, l'échec n'existe jamais vraiment. Il peut exister une fraction de seconde quand on reçoit un non, quand on reçoit une mauvaise nouvelle ou un couac. Voilà, ça va arriver et ça va impacter forcément parce qu'on est des êtres émotionnels, donc on va être touché à l'instant T. Mais voilà, je pense que ça c'est une force parce que je ne me focalise pas dessus. Il n'y a pas à s'apitoyer sur son sort ou à rester sur cet échec. Tout de suite, j'ai un esprit qui est capable de se réorienter et de dire « Ok, par ce côté-là, on ne peut pas y aller. Comment est-ce qu'on va trouver un autre chemin pour le faire ?» Et ça, c'est vrai que ça me permet d'enchaîner et de ne pas perdre de rythme. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est que ça. L'entrepreneuriat, c'est, comme on dit, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et c'est la réalité. Il n'y a que des imprévus. On a beau planifier, être ambitieux, tout noter sur une feuille. Rien ne se passe jamais comme on l'a prévu. Il y a toujours des choses qui surviennent. Et si on n'est pas capable de se réadapter à l'instant T, au final, on finit par abandonner. Donc voilà, je dirais qu'une grande capacité d'adaptation et un optimisme aussi à vouloir toujours chercher la solution. Et donc, je pense qu'une des principales faiblesses que je peux avoir, c'est que je pense être encore un peu trop idéaliste. Et c'est vrai que parfois, alors on va dire que c'est une force et une faiblesse parce que pour vouloir changer le monde, il faut avoir des grandes idées, il faut vraiment le voir différent. Mais c'est vrai que parfois, on a aussi du mal à réadapter ses idées, ses rêves et ses projets à la réalité d'un marché. Donc, mais ça, je pense que c'est un peu l'apanage des jeunes entrepreneurs. Quand on a des grandes idées, on veut changer beaucoup de choses. Mais parfois, on perd un petit peu de temps à vouloir faire les choses trop bien, vouloir faire les choses trop parfaites ou vouloir avoir trop d'impact. On finit par perdre un petit peu de temps à vouloir faire des grandes avancées, des grandes étapes d'un coup, alors que la plupart des entrepreneurs aguerris nous disent que l'entrepreneuriat, c'est une succession de petites étapes, de petits échecs et de petits succès, mais on avance quand même de façon un petit peu plus régulière là-dessus. Bon, et bien maintenant, pitch-nous ton entreprise. Alors aujourd'hui, mon activité s'appelle MN Consulting, donc c'est une activité d'accompagnateur d'entreprise indépendant. Donc mon idée c'est de rentrer en contact avec les professionnels, qu'ils soient de tout type de secteur, ça peut être aussi des associations. Et moi ce que j'ai envie d'être, c'est vraiment d'être une carte joker pour ces personnes-là, de leur dire voilà, vous n'avez pas le temps de faire certaines choses, vous n'avez pas les compétences pour faire certaines choses, vous expérimentez des blocages, vous les identifiez, mais vous manquez de ressources pour résoudre ces problèmes. Je viens avec vous, je me retrousse les manches avec vous et on met les mains dans le cambouis, on identifie vraiment tout ce qui ne va pas, on pose tout ça sur la table, on met de l'ordre, je prends le temps de vous écouter,
on fait un bilan de tout ça, on fait une sorte d'audit. Et à la suite de ça, j'élabore des projets et des scénarios pour résoudre ces problèmes-là. Donc, tout simplement, je vais lister une série d'actions et évidemment leurs conséquences. S'il y a de l'investissement financier, en temps, en moyens humains ou matériels. Donc, je dresse une liste de perspectives et ensuite, on valide avec le chef d'entreprise un ou plusieurs projets qu'il peut réaliser en autonomie de son côté ou je peux l'aider à réaliser ces projets-là. Ça permet déjà de remettre la machine en route et de se diriger vers un futur qui soit un petit peu plus désirable pour le chef d'entreprise. Et ensuite, s'il y a des thématiques beaucoup plus précises sur lesquelles il a besoin d'un accompagnement plus poussé, à ce moment-là, je suis en train de constituer un réseau de professionnels qui est capable de prendre le relais et de l'amener vraiment jusqu'à la réalisation poussée de ce projet-là. Donc, je prends l'exemple toujours de la communication. Si aujourd'hui un chef d'entreprise n'a pas d'image de marque et n'a pas de plan de communication, on peut commencer à élaborer ça, déjà mettre le doigt dessus et puis commencer à élaborer une stratégie de communication. Et puis si vraiment il identifie une opportunité importante sur ce plan-là, alors à ce moment-là, je le transmets à une agence de communication que j'ai éprouvée en amont pour sa compétence et son efficacité. Et l'agence de communication, dont c'est le métier, parce qu'elle est spécialisée, va récupérer ce projet-là et accompagner le chef d'entreprise jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule et merci à Mathieu pour ce partage de valeurs. Pour nous soutenir, abonnez-vous et notez ce podcast, ça nous aidera énormément. Capsule est réalisée par Podcastou et la M3E et financée par la M3E et BPI France. À bientôt pour un nouvel épisode.